Art Talk Rewinds, une série de podcasts proposés par Luxembourg Art Week qui revisite les conférences qui ont eu lieu sur la foire. Les partenaires de la foire et leurs invités explorent les grandes questions qui animent la création contemporaine et le marché de l'art. Les images à l'épreuve du regard, distance, mémoire et responsabilité, en collaboration avec l'ETSARL, l'Institut français du Luxembourg et l'Université de Luxembourg. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Bonjour Karine Créquet, Jude Hamzé, Gian-Maria Toré. Alors, pour débuter ce Art Talk, cette table ronde, les images à l'épreuve du regard, distance, mémoire et responsabilité. Donc, bienvenue à vous trois, bienvenue à tous. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par des remerciements. Donc, un grand remerciement à vous trois pour les très beaux échanges que nous avons eus pour préparer cette table ronde. Je me sens très privilégiée d'être à vos côtés aujourd'hui. Un grand merci à Anouk Wyss de l'Université de Luxembourg pour la coordination et les bonnes idées partagées, ainsi qu'à l'Institut français pour la participation également à l'organisation. Un grand merci à la fantastique équipe de la Art Week. Merci de nous accueillir encore cette année pour une table ronde. Je commence par un petit mot sur chacun d'entre vous et ensuite on écoutera Karine sur une présentation de ton projet et puis Jude sur une présentation de Heritage Watch. Alors, chère Karine, donc, c'est au tour de Perdre le Nord qu'on a eu l'idée de partager des moments de discussion aujourd'hui. Tu es artiste, auteur, artiste de l'image avec ta sœur Elisabeth, toutes les deux. Vous nous questionnez par des thèmes autour de la surveillance de masse, la violence, le terrorisme, la guerre, toujours aux frontières entre art, visuel, littérature, géopolitique. Vous avez toutes les deux mis en œuvre des méthodes d'investigation, de recherche, d'enquête qui s'appuient sur la cartographie et l'analyse. Et vous questionnez les données en source ouverte, vous les détournez dans certains cas. En tout cas, vous êtes toujours à la frontière entre le réel et la fiction, la vérité et le mensonge, et entre le statut d'auteur et de protagoniste. C'est par ton projet Perdre le Nord que tu as récemment constitué dans le cadre des rencontres d'Arles cette année, avec le Luxembourg Photography Award, que tu as présenté cet amas d'archives exceptionnelles que tu as constitué autour du conflit en Syrie, avec 6 années de recherche. Et tu as documenté à distance cette situation géopolitique en apportant un regard artistique. La cartographie sur les sites de conflit vous relie toutes les deux avec Jude, puisque c'est au cœur de ton métier d'architecte pour Heritage Watch, qui est donc cet organisme fondé en partenariat avec l'ALIF, Iconem, Microsoft for Good Lab et Planet Labs. Et vous œuvrez ensemble à la préservation et à la documentation du patrimoine culturel menacé par les conflits et les catastrophes. Donc avec l'usage de l'imagerie satellitaire, comme Karine et Elisabeth, mais aussi grâce à des modélisations 3D, des outils numériques et des outils de transformation de l'image, dans un but de conservation d'une mémoire, d'un patrimoine, voire dans un but d'un acte de résistance finalement aussi, face au conflit. Cet acte de résistance nous amène à Gian-Maria, qui réfléchit en permanence au conflit presque que l'on crée entre les images, les œuvres et ceux qui les regardent et le public. Donc, Gian-Maria, tu es professeur à l'Université du Luxembourg en études visuelles et sémiotiques, spécialisé dans l'analyse des formes d'art et des médias. Tu as pris part à plusieurs livres et documentaires. Donc, récemment encore, une expérience qui s'appelle Augmented Artwork Analysis que tu as menée avec, entre autres, les œuvres du MNHA et qui porte aussi sur l'éducation aux images et une application qui augmente finalement le rapport du visiteur à notre vision de l'art et à notre perception de l'art. Voici vos liens à tous les trois. Je passe la parole à Karine pour commencer sur une présentation de Perdre le Nord et puis ensuite Jude prendra le relais sur Heritage Watch. Merci beaucoup Cécilia. Oui, donc je commence peut-être juste par dire que je travaille souvent, donc comme Cécilia l'a mentionné, avec Elisabeth Créquet, donc ma sœur jumelle. C'est le cas aussi pour Perdre le Nord. Aussi, donc quand j'ai vu ici toutes ces images de la Art Week, je me suis souvenue qu'Elisabeth et moi aussi, on était une fois des créatrices d'images, des productrices d'images avec passion, mais nous faisons partie de cette génération d'artistes qui se sont pris en pleine figure les bouleversements de monde liés à la révolution du numérique, les réseaux sociaux, Internet, etc. Et effectivement, surtout moi, ça m'avait j'étais dans une profonde crise, une crise de sens. Et je ne voyais même presque plus l'intérêt à fabriquer des images. Depuis, je l'ai un peu révisé, mais quand même, nous sommes passés un peu de productrices d'images à regardeuses d'images. C'est-à-dire des analystes d'images et à partir de là, construire des récits, construire des histoires, chercher des
des choses sur le monde. Nous sommes très intéressés à la cartographie, Google Maps en particulier, Google Earth, mais aussi d'autres, et leur volonté de créer une doublure digitale du monde, d'être simplement des machines enregistreuses du réel. Mais nous avons découvert que dans cet univers-là, on rencontre des choses bien intéressantes, peut-être plus intéressantes que si on le regarde le réel par lui-même. Et donc, Perdre le Nord, c'est un projet cartographique, comme la plupart de nos projets des 15 ou 18 dernières années. Ça a commencé avec la découverte d'une série d'images en Syrie, sur la carte de la Syrie, à Harbin, près de Damas. C'était des images Google Street View, mais pas le Street View standard qu'on connaît, que Google a enregistré lui-même, mais plutôt des témoins locaux qui ont fait, eux, des photos 360 degrés d'une scène de guerre et qui les ont postées sur Google Maps. Et en l'occurrence, celui de Harbin, il avait posté 34 photos, des images de guerre absolument spectaculaires, qui m'avaient profondément bouleversée. Peut-être aussi parce que je ne les avais pas attendues là, sur cette plateforme, qui a plutôt du matériel positif, des beaux monuments, des beaux paysages, et pas les pires scènes de guerre que j'avais jamais vues de ma vie. Aussi, il avait pris des légendes peu habituelles pour Google Maps, du genre Surgical Hospital, please, très inhabituel dans Google Maps. Et aussi, ce qui m'avait bouleversée à l'époque, c'était en juin 2018, donc juste quelques jours après que ces images ont été publiées sur Google Street View. Ces images étaient à propos d'une ville dont je n'avais jamais entendu le nom. Des 34 photos qu'il avait postées ensemble me donnaient un aperçu de toute la ville. Il n'y avait pas un centimètre carré qu'il n'avait pas inclus. Donc celui qui les regardait toutes avait vu une étendue de destruction incroyable, une ville pulvérisée jusqu'au moindre détail. Et là, je me suis dit, pourquoi je ne connais pas cette ville? Pourquoi je n'ai jamais entendu? Et donc, puisque nous vivons à l'ère du deepfake, ça aurait pu être faux, une mise en scène, une construction. Et non, ce n'était pas le cas, parce que Google Earth a corroboré que c'était vrai. Donc, ce n'était ni un faux, ni un trou noir de l'information, comme j'ai pensé. J'ai pensé que c'était quelque chose qui était passé à la trappe des médias. Et donc, de là, j'étais vraiment très intriguée. Je voulais savoir qui est cet homme, pourquoi il a choisi cette plateforme-là pour dénoncer un crime de guerre. Et je me suis posé aussi la question, est-ce qu'il y en a d'autres? Et j'en ai trouvé d'autres. Pas aussi réfléchis que le projet de ce jeune homme de Damas, mais qui avait fait, par exemple, il y en avait un qui avait fait une photo, un certain Joe Naka, et c'était la première photo de guerre jamais postée sur Google Maps à propos de la Syrie. Et elle s'appelait Dan, comme foutu. Nous sommes foutus. Et cette image, elle est d'une puissance émotionnelle très grande parce qu'il voulait dire nous sommes foutus, mais il n'avait rien vu, le pauvre. C'était en 2015. Et ce moment-là, l'aviation russe est entrée en jeu et la destruction de ce lieu-là, qui s'appelle Douma, était 1000 fois pire 3 ans plus tard. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'était très intéressant de voir ça sur Google Maps. Et quand on voit ces personnages-là, ces deux-là, en l'occurrence, le premier surtout, qui avait fait les 34 photos, je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux parce qu'il avait posté ça avec son propre nom, avec des légendes, interpellant le président Assad pour lui dire « Est-ce qu'on n'aurait pas pu laisser intact au moins l'hôpital ?» Et il avait vraiment fait comme ça pour toutes les infrastructures civiles qui étaient détruites. Il avait fait comme ça une remarque pour lui dire c'est un programme génocidaire en fait. Il a dénoncé ça sur Google Maps avec son propre nom. C'est logique que quelques semaines plus tard, le pauvre a disparu. Il est allé dans la clandestinité. Puisque j'avais suivi tous ses amis sur Internet, je savais où il était. Il errait dans la montagne, d'abord en Syrie, puis au Liban. Il est revenu s'installer en Syrie, mais totalement sous le radar. Donc, je savais que je ne pouvais jamais parler de lui. Tout ce projet, je l'ai développé en grande partie encore durant le régime Assad. Donc, je n'avais pas de liberté. J'ai fait une anthologie de 4 personnages à Arles. Et les 4 personnages sont des guides locaux de Google Maps qui avaient posté ce type d'image. Donc, il y en avait un qui avait
voyagé aux 4 coins du pays et j'étais étonnée que c'était même possible, hein. Il était partout, à Damas, à Aleppo, à Homs et partout. Et j'ai compris par les réseaux sociaux qu'il était un ami personnel d'Assad. Il postait des flatteries du couple Assad tous les jours pour montrer sa loyauté, etc. Et le jour où la goutte est tombée, en mars ou avril 2018, il a fêté ça ostentatoirement dans la rue et il a dit « ils ont eu ce qu'ils méritent ». Ça m'avait choqué. Mais c'était pas quelqu'un de mauvais. C'était quelqu'un qui aussi souffrait de la guerre, qui aimait ses enfants, qui avait un bon job qu'il avait perdu, etc. Donc là, j'ai compris, les choses ne sont pas si simples qu'elles ont l'air. Hannah Arendt appelait ça peut-être la banalité du mal. Et un autre personnage que j'ai proposé à Arles dans cette anthologie, c'est peut-être le plus dérangeant. C'était un ancien enfant soldat de Daesh, qui était dans la dernière bataille que Daesh a perdue. Presque tout le monde a été emprisonné après cette bataille ou tué. Lui, il a réussi à s'échapper. Il s'est recyclé dans une armée qui travaillait au nord de la Syrie. Et il se considérait comme un tueur à gages, comme un mercenaire. Et il se posait la question, est-ce que je vais quand même arriver au paradis si je suis payé pour tuer? Et petit à petit, parce que moi je l'ai suivi sur les réseaux sociaux du jour où j'ai trouvé ces images en 2020, jusqu'à sa mort en 2024, en mars 2024. Et c'était une expérience très intrigante parce qu'il ruminait sur le sens de la vie tous les jours. Il y avait beaucoup de mensonges dans ces trucs. Il montrait des photos où il disait que c'est lui qui les a pris, mais elles étaient volées. Il disait, moi aussi j'ai commis des atrocités quand j'étais un enfant, mais j'étais dans Daesh, un lionceau du califat. Il montrait des photos, mais elles étaient fausses. Elles venaient de Daesh, c'était pas lui. Mais ses ruminations étaient authentiques. C'était un garçon qui avait vraiment perdu tous ses amis, qui ne savait plus ce qu'il faisait dans la vie, une solitude extraordinaire, et il me faisait presque peine. Et c'était dérangeant, parce que je savais que c'était quelqu'un capable du pire. Et quand il était mort, ses amis avaient posté des photos de lui mort, de son corps. Et ils ont dit, maintenant il est au paradis, mais c'était très dérangeant, Tout comme toute cette expérience que j'ai faite de plonger dans les réseaux sociaux, de toutes ces personnes, j'ai commencé par eux, les amis des amis, les associations locales des villes où ils étaient, les citoyens journalistes qui étaient sur le terrain. Peut-être redire aussi que tu étais uniquement à distance. Tu ne t'es pas rendu toi-même en Syrie, mais Exactement, oui, exactement. c'est aussi cette distance qui t'a donné la possibilité d'avoir une posture presque artistique sur le sujet et de traiter sous une forme vidéo, fictionnelle. Oui, exactement. C'était le fait de plonger dans une guerre, presque de vivre un peu la guerre, parce que la guerre, elle n'est pas dans les réseaux sociaux, puisqu'elle se joue sur le terrain, mais elle arrive jusque-là. On la ressent très fortement. Et en plus, la vérité, on ne sait plus ce que c'est. Et du coup, tout l'enjeu pour toi, pour le projet Arles, c'était de donner une forme par le biais de l'exposition et du livre, et de trouver la bonne forme pour faire passer tout ce questionnement, pour faire comprendre comment toi, tu avais perdu le Nord. Totalement. Pour finalement faire perdre le Nord aussi aux visiteurs. Oui, j'ai choisi la vidéo parce que effectivement, ce projet aurait pu continuer encore beaucoup de temps. Et j'ai commencé par écrire une pièce littéraire qui est d'ailleurs présente sous forme d'un wallpaper. Mais je pensais au départ que j'allais écrire seulement cette pièce littéraire. Parce que montrer des images était compliqué, puisque je ne pouvais pas prendre les images de ces protagonistes. Je n'ai pas les droits et je les aurais mis en danger. Donc, il fallait prendre des substitutions. J'ai pris moi-même des images qui me faisaient penser à ce que j'avais vu dans les réseaux sociaux. Et aussi, j'ai utilisé beaucoup la cartographie dans la mesure du possible. Les cartes Google Maps, les cartes Terrascope. Avec le paradoxe que ces cartes sont disponibles à ceux qui les regardent, en fait. C'est-à-dire, si on s'y plonge et si on prend le temps de les découvrir, la matière visuelle, elle existe, elle est là. C'est vraiment très impressionnant. La Syrie a été totalement oubliée. Il y avait une énorme indifférence vis-à-vis de ce conflit qui m'a beaucoup dérangée.
Et je pensais que peut-être il y avait rien sur tout ça et finalement non, tout était là. Quand on va sur Google Earth, on voit tout. On voit à quel point ce pays a été détruit et à quel point aussi ce massacre a été calculé, orchestré. On voit parfaitement les zones, les micro-espaces désignés dans lesquels il y avait des zones rebelles et qui ont été vraiment rasés de la carte au sens le plus littéral du terme. Peut-être on profite de la question de la cartographie pour rebondir sur ton travail, Jude, au sein de Heritage Watch. Parce que vous aussi, vous utilisez les cartographies existantes, mais vous allez même plus loin encore, puisque c'est aussi dans des cas de conflit, mais avec un objectif de préservation, voire parfois de prévention des conflits, de ce qui peut arriver dans des zones de grande turbulence. Tout à fait. Merci Karine pour cette présentation qui est très émouvante et qui est pleine de passion et qui touche vraiment. Et merci Cécilia, et merci à tous d'être là. Je me sens très reconnaissante de pouvoir être ici et de parler de sujets qui sont à mes yeux très importants et urgents aujourd'hui. On est tous activement en train de consommer des images et je pense qu'on a une certaine responsabilité face aux images qu'on voit et il est important d'en discuter. Pour le coup, je me présente rapidement. Je suis architecte, photographe et artiste. Et j'ai toujours été attirée par la ville, en fait, et les contextes urbains, etc. Et c'est toujours des questions que je me suis posées, les questions de mémoire, de traces, de blessures dans la ville. Évidemment que ça a été renforcé par le fait que j'ai fait des études en architecture. Mais c'est aussi parce que j'ai grandi à Beyrouth, au Liban, pendant les 18 premières années de ma vie, où justement j'étais tout le temps face à la violence, aux traces de la violence dans un tissu urbain, aux changements, aux transformations, destructions, reconstructions, etc. Donc j'étais toujours dans un environnement qui était justement en transformation permanente et où je pouvais pas en fait ne pas me poser ces questions. Quand je suis venue en France, à Paris, pour faire mes études d'architecture, j'ai ma vision a été renforcée par rapport à ça et mon obsession pour la ville et ce qu'elle dit et ce que les images en disent a été d'autant plus renforcée. Donc dans mon travail artistique, architectural, photographique, etc., c'est toujours des questions que je me suis posées. Là, pour le coup, j'ai mis un exemple de mon mémoire de master qui s'est porté sur la photographie et la ville de Beyrouth, le centre-ville de Beyrouth, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est un lieu qui a subi énormément de transformations, qui a été détruit pendant des guerres civiles, etc., qui a été abandonné pendant un grand laps de temps parce qu'il est devenu la limite entre les deux parties qui se combattaient, qui a été très photographié aussi, parce que c'était un lieu justement où il y avait une absurdité et qu'on avait envie de comprendre. Donc la photographie, pour beaucoup, a été un médium de quête de sens d'un lieu et d'une violence qui est devenue partie intégrante de la ville. Puis aujourd'hui, je travaille chez Heritage Watch AI à Paris, où j'applique ces mêmes intuitions et réflexes, mais à un autre type de ville, du coup, celle vue par le ciel. Donc Heritage Watch AI, c'est une ONG qui est née d'un constat que, en fait, aujourd'hui, le patrimoine culturel disparaît beaucoup plus vite qu'on ne le sait, à cause de conflits, de catastrophes naturelles, d'enjeux climatiques, etc. Et souvent, on n'a pas les données qui nous permettent d'agir efficacement au bon moment pour protéger le patrimoine, en fait. Souvent, quand on apprend qu'un patrimoine a été détruit, c'est après. Et finalement, après, on ne peut plus faire grand-chose. Donc, le constat a aussi été dans le fait qu'il n'y a pas de collaboration entre les différents acteurs qui peuvent permettre de faire un changement. Donc, les acteurs locaux, les spécialistes du patrimoine, les scientifiques, etc., ne communiquaient pas, en fait, et n'avaient pas de base de données solide, consolidée, comparable, standardisée, qui leur permettait de savoir où agir, comment, pourquoi, comment mettre en place des priorités d'action sur les terrains vulnérables. Donc, Heritage Watch AI, du coup, est né d'une collaboration entre 4 fondateurs, chacun apportant son expertise. Iconem, qui est une entreprise française spécialisée dans la digitalisation du patrimoine culturel, avec des technologies différentes, la photogrammétrie, des images de drones, etc. Microsoft AI for Good Labs,
qui est un laboratoire de Microsoft qui élabore des modèles de détection de changement, etc., avec l'intelligence artificielle, Planet Labs, qui sont agrégateurs d'images satellites, et ALIF, qui est une organisation qui a beaucoup d'expertise dans le patrimoine, qui fait des actions de restauration, etc. Donc, ces 4 acteurs se sont réunis et le but était d'établir une plateforme qui recense tous les sites du patrimoine, qui a des images en temps réel de tous les sites du patrimoine et qui peut informer de l'état de risque et de santé sur le patrimoine en temps réel, envoyer des alertes pour que les acteurs puissent savoir en fait où agir, quand et comment. Donc, notre matière première, tout comme le travail de Karine, c'est l'image satellite. Mais du coup, on l'utilise pas du tout de la même manière puisque c'est vraiment une matière qu'on va analyser et diagnostiquer. C'est notre matière première qui n'est pas uniquement illustrative ou visuelle. C'est une matière qu'on va regarder pour ce qu'elle est et on va venir piocher les informations dedans parce que les images satellites contiennent des métadonnées qui sont des données de la résolution, de la date, de l'altitude, etc., qu'on va venir nourrir à des logiciels qui vont nous permettre de vraiment lire les images profondément. Ça, c'est vraiment pour dire qu'on travaille sur toutes les régions du monde et sur tous les sujets. On a des situations de conflit, de guerre, de pillage, donc de vol de sites archéologiques, de feux de forêt, de catastrophes naturelles, de densité, de développement incontrôlé de villes, etc. Donc ça, c'est tous les sujets qu'on touche. Mais on travaille aussi avec différents types d'images satellites. Donc l'image satellite classique qu'on connaît tous, c'est l'image visuelle, optique, qui, elle, se fait avec la lumière comme l'image classique. Et voilà, c'est celle qui est sur Google Maps, etc. Après, nous, on travaille aussi avec d'autres types d'images satellites sur l'image SAR, Synthetic Aperture Radar. Donc ça, c'est un type d'image satellite qui, du coup, n'est pas visuel, n'est pas optique. Il se base sur le radar, en fait. Et je vais le simplifier. En fait, les satellites vont envoyer un signal au sol et chaque point va renvoyer un signal, que ce soit un bâtiment, un sol, une végétation, etc. Et en mesurant ce signal-là d'un même point à différents moments, on peut comprendre des différences de hauteur. Donc, on peut comprendre qu'il y a eu des destructions, des inondations, des reconstructions, etc. On peut deviner des différences dans la hauteur via le signal qui est renvoyé. Donc, on a fait cette étude sur Gaza, en Palestine, sur une période assez longue de quelques mois, où en fait, ça nous a permis, en déduisant les différences de signal, de déduire des destructions et d'établir un damage evaluation. Et ça, c'est super important, ce type d'image, dans les zones de conflit, parce que souvent, l'accès au terrain est impossible, ou trop dangereux, etc. Et aussi parce que les images satellites optiques ne sont pas toujours disponibles à temps. On sait que pour Gaza, par exemple, on a mis vraiment beaucoup de temps à avoir les images en temps réel sur Google Maps. On a aussi des images qui vont être brouillées par la fumée, par la couverture nuageuse, etc. Et le radar est bien parce que tout au long de ça, il va pouvoir quand même avoir des choses, nous révéler des choses et nous donner une base de données qui va être objective. Ensuite, dans notre travail, on agit sur dans plusieurs types de situations. Donc, et les situations de crise, comme les conflits ou même les crises naturelles, où on adopte une méthodologie qui est scientifique et rigoureuse, mais du coup qui est adaptable au cas par cas parce que tous les cas ne sont pas pareils, tous les sites de patrimoine ne se ressemblent pas. Et donc, on fait des rapports analytiques assez poussés qui vont différer dans l'utilisation des outils, etc. Par exemple, sur le tremblement de terre du Myanmar en mars 2025, on a travaillé avec un outil qu'on a créé qui nous permet d'identifier toutes les traces, les footprints des images satellites disponibles, de les classer par prix, par résolution, par date, etc., de savoir quelles images il faudrait acquérir en plaçant les sites du patrimoine sur la carte et en voyant lesquels coïncident avec quels sites de patrimoine, etc., pour voir ce qui se passe en fait sur le terrain et d'établir des avant-après sur les sites détruits. On travaille aussi sur des phénomènes qui sont à plus long terme. Donc, ce ne sont pas forcément des crises dans le sens où ça n'arrive pas à un moment donné, mais ce sont des tendances, là pour le coup, climatiques
Alif nous a commandité ce rapport sur la désertification et l'impact de la désertification sur certaines villes en Afrique, dans le Sahel. Et en fait, ils ont fait ça parce qu'ils voulaient savoir où prioriser leurs actions, où intervenir sur le terrain, qu'est-ce qui est plus en danger, qu'est-ce qui est plus à risque. Comme je vous disais tout à l'heure, on s'est appuyé beaucoup sur l'image satellite, mais aussi sur les métadonnées présentes. Donc, on a fait des analyses statistiques, etc. Et puis, la même image, mais avec un indicateur extrapolé, qui va être, par exemple, il y avait un indicateur qui nous montrait en rose le pourcentage de sol, de bare soil, et puis en orange, le pourcentage de santé de la végétation. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'une même image, on peut y rajouter des couches aussi d'indicateurs qui vont venir compléter aussi notre compréhension du site. Aussi dans notre travail, du coup, c'est pas toujours simple parce que il y a beaucoup de contraintes et d'obstacles liés à l'image satellite. Déjà, toutes les images ne se valent pas. Les images existent à des résolutions différentes, des coûts différents, etc. Elles peuvent différer dans la couleur, saturation, couverture nuageuse. Il y en a qui sont floues, etc. Donc, elles sont toutes vraiment des images partielles. Toute image est un moment donné, situé, qui donne un regard partiel, quoi. Il faut comprendre que l'image n'est pas neutre, c'est un moment, mais c'est pas le tout. Et donc, il est toujours important pour nous de croiser différentes images à différentes résolutions et puis de parler beaucoup avec les acteurs locaux, de regarder dans les images d'archives, de regarder dans les réseaux sociaux, etc. pour bien comprendre ce qu'on voit, en fait. Donc, comme je disais, du coup, on passe à différents niveaux de zoom, différentes échelles. On commence par le satellite, on zoome un petit peu sur les sites qui nous intéressent, on place les sites du patrimoine et puis après, on fait des zooms grâce à, du coup, nos partenaires. Là, pour le coup, Iconem va beaucoup sur site et fait beaucoup d'images drones. Ça, c'est une orthophotographie, donc une reconstitution 3D d'un tissu urbain. Ça, c'est pas une image, ça, c'est une 3D. Donc, on peut comprendre un peu plus le type de tissu, la matière, en fait, avec laquelle on travaille. Ensuite, on regarde des images de sites, en fait. On regarde le sol, ce que font les gens, à quoi ça ressemble, des 3D, des fois, si elles sont disponibles. Voilà, c'est toujours cet aller-retour entre l'échelle dézoomée et l'échelle beaucoup plus zoomée qui nous permet de compléter notre regard et notre compréhension du site. Et donc, toujours accompagner ça d'une analyse de la donnée, comme je disais, parce que notre approche est très scientifique. On est obligé d'avoir des données qui appuient ce qu'on dit pour comprendre vraiment ce qui se passe et puis d'avoir un contexte sur la température, etc. et avoir un dossier complet d'un site et ensuite pouvoir classer et faire des hiérarchisations de risques et de santé de site. Peut-être des questions pour vous deux, justement, parce que tu parlais de l'aspect scientifique. Pour vous deux, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes outils à la fois dans une visée d'objectivité de la représentation et en même temps pour toucher un spectateur ou toucher un destinataire d'un rapport? Ou est-ce qu'il faut démultiplier toujours les outils et que chacun a sa portée à son objectif? Comment on jongle sur tous les tableaux pour répondre à tous les objectifs qu'on a envie de leur donner? Je pense que c'est très important de mélanger tout le temps tous les outils qui nous sont disponibles. Parce que, surtout quand on parle d'image, l'image, comme je disais tout à l'heure, elle est toujours partielle. C'est un moment. Ça va être, quand on parle d'image satellite, ça va être une lumière, ça va être un agrégateur, ça va être une source. Quand c'est des sources locales, ça va être une opinion biaisée, etc. Donc, c'est très important de croiser différents médiums. Et je pense que aussi de croiser des médiums artistiques et des médiums scientifiques pour des fins scientifiques ou artistiques, ça peut être très intéressant et très touchant parce que dans ton travail, Karine, tu es un peu dans l'art abstrait, mais par le choix déjà du sujet, tu touches, tu n'es pas neutre. Oui, et même aussi au niveau de la méthode d'utilisation des cartes satellites, parfois je prends un peu cette démarche que je vois ce qui s'est passé, mais parfois c'est autre chose comme dans la vidéo que j'ai présentée à Arles qui s'appelle « Trop loin, trop près ». C'était à propos de l'État islamique, donc cette zone qui était sous occupation entre 2013 et 2019. On voit pas grand-chose quand on regarde ce territoire. On voit un peu quelques traces de la guerre, mais c'est pas très concluant. Par contre, si on regarde les images avec patience, j'ai vu apparaître des figures qui surgissaient de la carte, comme si c'était en dessous de la carte ou caché de la carte, comme quelque chose d'irrationnel qui est apparu
et qui a parlé de la guerre presque dans un langage poétique ou métaphorique ou allégorique. Et c'est ça, quand j'ai vu ces images apparaître pour la première fois, je me suis dit, c'est quoi ça? Et j'en ai trouvé d'autres et j'ai compris que je devrais faire cette vidéo ou ce film justement en mettant l'accent sur ce côté-là des images satellites. Parce que les images satellites, ce sont, comme tu dis, Jude, des données, des images techniques. Et moi, je les ai regardées comme des vraies images, comme un artiste en fait. Et les artistes, on est à l'aise avec ce genre de choses. Les choses qu'on ne comprend pas, les choses qui surgissent en dessous ou qui grouillent et qui disent des choses qu'on n'attend pas. Et c'est ça ce que je voulais dire dans ce film-là, de sortir justement cette tension entre le visible et le lisible, entre le réel halluciné qui surgit peut-être même entre des images. C'est pour ça que dans cette vidéo, je mets l'accent beaucoup sur les transitions, des transitions lentes de 15-20 secondes entre deux images, pour que vraiment il y a ces mélanges qui s'opèrent et ces choses qui surgissent en dessous. Et c'est ça, le parler autrement, le regarder autrement. Et c'est clairement un détournement non scientifique de l'image satellite, mais je trouvais que ça me parlait de la Syrie, ça me parlait de la vie dans une zone de terreur absolue. Certes, c'était forcé, les images, à parler de ça, mais c'est une manière de le faire. En même temps, tu as maîtrisé ton sujet, mais j'ai l'impression que pour les visiteurs, c'était compliqué, ça demandait un effort d'arriver au point d'expertise ou de connaissance où tu étais toi, ce qui était en même temps une bonne chose aussi parce que les visiteurs devaient être déboussolés. Mais je pense à Gian Maria sur les sujets dont on avait parlé, la question de l'éducation aux images, comment aujourd'hui on forme les visiteurs à mieux comprendre ce qu'ils voient, à leur donner aussi un regard distancié, critique, comme les visiteurs ont pu l'avoir sur le projet de Karine. Bon, alors la première chose qui me frappe, c'est vraiment combien on vit aujourd'hui avec les images et le peu de temps qu'on passe dès qu'on est petit, on va dire, pour les étudier, en fait. C'est-à-dire combien, voilà, les nouvelles générations qui arrivent vivent avec les images. Nous avons aussi vécu avec les images, mais ça augmente. Et ce n'est pas du tout suivi par une pédagogie de l'image. C'est incroyable, c'est-à-dire la pédagogie d'aujourd'hui, une pédagogie voilà, du siècle XIXe ou peut-être même XVIIIe. Et, alors qu'ici, on voit des travaux différents, très différents en quelque sorte, qui sont vraiment, voilà, qui façonnent les images, qui travaillent les images, que ce soit art, que ce soit science ou politique ou action politique. Voilà, donc ça, c'est la première chose qui me frappe. Et je pense aussi, puisqu'on est dans une foire de l'art, en fait, que la chose la plus intéressante peut-être qu'un artiste aujourd'hui puisse faire, c'est vraiment ce travail non pas de créer des nouvelles images, mais de relier les images, de reconnecter les images, en quelque sorte de retravailler l'existant, de remodeler l'existant. Et je trouve ça très passionnant. Et je pense que l'artiste aujourd'hui, c'est un écologiste, c'est-à-dire qu'il recompose vraiment le monde à partir des images qu'on a en quelque sorte. Voilà. La question qui est aussi dans le titre de notre rencontre, c'est pour moi le mot le plus beau là-dedans, pour moi, c'est l'épreuve. C'est l'idée d'épreuve en fait. C'est le fait que l'image soit une épreuve. Comment se mettre à l'épreuve face aux images, comment se transformer, comment s'activer, comment se sensibiliser. Voilà, c'est toutes des choses différentes. La sensibilisation, l'activation, la participation. Mais à chaque fois, c'est quelque chose qui concerne une sorte d'épreuve, d'exercice, d'un vrai exercice avec toute sa difficulté que ça comporte, avec tout l'entraînement que ça comporte, avec les images. Voilà, récemment, avec des collègues, on avait fait un grand projet qui consistait à réaliser une application pour visiter les musées, voilà, avec des images, en produisant d'autres images, en se faisant soi-même curateur, en réponse à une approche typique muséale encore aujourd'hui, qui est soit très paternaliste, un peu comme à l'école, c'est-à-dire je t'apprends ce qu'il faut que tu saches, soit au contraire, ce qui est aussi typique de l'école de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire fais un peu comme tu veux, tout va bien. Bon, voilà, je trouve qu'on est un peu entre ces deux extrêmes et je pense qu'il n'y a pas une seule approche, il n'y a pas l'approche de je te dis ce qu'il faut que tu vois dans l'image, mais il n'y a pas non plus l'idée, il ne faudrait pas non plus dire aux gens tout va bien, tout c'est beau. Et donc, il faut trouver une voie intermédiaire, une diagonale là-dedans, et qui consiste pour moi en un travail vraiment actif,
avec les médias, avec le numérique, avec tout ce que le numérique peut nous donner aujourd'hui, c'est-à-dire de nous activer, de participer, c'est-à-dire de prendre part à quelque chose qui aujourd'hui, on a vu très bien, c'est une sorte d'hétérogénéité des réseaux proliférants d'images. Mais du coup, est-ce que aujourd'hui, mieux voir ce qui nous est montré, ça passe forcément par le digital, le numérique et tout ce qui n'est pas forcément existant en face de nous matériellement, mais tout ce nuage d'images autour? Je pense que le numérique est intéressant comme une nouvelle réalité qui s'ajoute. Par exemple, en ce qui concerne la visite muséale qui m'a beaucoup occupé récemment, en fait, voir un tableau en vrai n'est pas la même chose que le voir en numérisé. Même si les musées qui sont responsables de cette déséducation, je trouve souvent, ils nous montrent, ils offrent leur collection en ligne, ils offrent des visites 360 degrés en ligne. Et il y a un discours comme, voilà, c'est plus ou moins la même chose. Voilà. Alors non, voir en peinture, c'est pas la même chose que de la voir en vrai. Bon. Mais une fois on comprend ça, il s'agit de ne pas dire, voilà, le numérique, c'est une réalité parasite. Le numérique, c'est une autre réalité qui s'ajoute, qui donne des possibilités qu'on n'aurait pas. Alors, quelles sont ces possibilités? Et là, c'est intéressant. C'est-à-dire, quelles sont ces versions? Pour moi, le numérique, par rapport, par exemple, à la numérisation des œuvres, c'est un peu comme les traductions. Quand on traduit la littérature, par exemple, certes, ce n'est pas l'original, mais c'est intéressant de voir comment on va trouver dans notre langue autre chose. Et parfois, c'est même plus intéressant. Ou comme une restauration. Quand on fait une restauration, la restauration est toujours une manipulation, en quelque sorte. On fait des choix très forts qu'on va restaurer un bâtiment, par exemple, n'est-ce pas? Le numérique, c'est ça. C'est-à-dire, ça révèle des choses. Une bonne restauration, une bonne traduction, on révèle des choses qui étaient là-dedans et on les fait sortir. Et surtout, ce qui est intéressant, justement, c'est comprendre toute la variabilité du travail qu'on peut faire avec les images que le numérique nous offre. C'est-à-dire, le numérique fait bouger cette fixité, cette staticité de l'image et de l'œuvre. De ce point de vue-là, c'est très positif. Et pour terminer, par rapport à tout ce qu'on dit, et je pense à ce qu'on a vu, voilà, l'image n'est pas seulement vraie ou fausse. Donc, la question du numérique et ce qui se pose aujourd'hui avec l'intelligence artificielle aussi générative, ça va trop un peu, à mon avis, à mon goût, dans cette idée, voilà, qu'on crée une autre réalité qui est fausse, qui est mensongère. Mais l'image, en fait, est aussi opportune, l'image est expressive, l'image est remarquable, l'image est extraordinaire. Donc, et on a vu, il y a une vérité qui n'est pas optique de l'image, il y a une vérité qui n'est pas réelle, historique de l'image. Et donc, le numérique peut nous apprendre cela. Si on sort de ces débats peut-être un peu figés, un peu simplistes, moralisateurs, de dire, voilà, c'est une autre réalité plus fausse qu'est-ce qu'on vit en fait. Ça permet aussi de souligner, parce que le terme de responsabilité, c'était toi, Karine, qui l'avais amené dans cette table ronde, c'était l'idée de la responsabilité de celui qui regarde aussi, pas seulement celui qui produit, l'architecte ou l'artiste. Et donc, quand on reçoit par Heritage Watch ou par ton projet, Karine, ces images en tant que visiteur, qu'est-ce qu'on transmet comme responsabilité en tant qu'artiste vers celui qui voit ces images, en fait? Quel devient son rôle à jouer, actif ou moins actif, vis-à-vis de ces images? Je pense aussi à ton projet précédent, Karine, que tu avais montré au Sénat, ce projet participatif d'une certaine façon où les visiteurs, avec 404 Not Found, devaient tirer des systèmes de tiroirs pour accéder à des images qui ne pouvaient pas être montrées. Donc, il y avait un engagement participatif du visiteur à explorer ces images interdites. Du coup, la responsabilité de chacun de nous, comment elle se positionne par rapport à ce que vous nous délivrez comme information du monde, en fait? Oui, peut-être pour le projet auquel tu fais référence là, c'était plutôt un peu ironique parce que justement, on avait fait ce travail sur la ville de Ciudad Juárez, sur la violence en particulier dont étaient victimes les femmes. On avait cette archive magnifique de Google Street View, mais on n'a pas le droit de les montrer. Et donc, c'était juste une astuce pour dire, on les met dans les tiroirs et on informe le spectateur qu'en ouvrant les tiroirs, il viole un peu le copyright de Google. Mais c'était même pas pour une responsabilité. C'était vraiment pour parler de ce problème-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a traduit tout ça en poème. Cette réalité vue sur Google Street View, on l'a transformée en poème parce que justement, on ne pouvait pas montrer les images. Jeanne-Marie avait dit une fois, et il avait raison, le mot responsabilité est peut-être le mot qui coince un peu.
Et moi, quand je l'avais mise là dans notre liste, c'était pour évoquer un autre problème. C'était mon problème dans le traitement de ces images que je voyais sur les réseaux sociaux, sur Google Maps, etc. J'avais une responsabilité et je me suis rendu compte, par exemple, par rapport à ce jeune homme de Harbin, que je ne pouvais pas montrer ces images. Si j'avais parlé de lui, montré ces images, je l'aurais mis en danger grandement parce que c'était un tout petit pays où les murs et les arbres ont des oreilles et des yeux. Donc, je l'aurais exposé. Et c'est pour ça que c'était une responsabilité que, heureusement, je me suis rendu compte à temps. Et c'est pour ça que je pense la responsabilité plutôt de l'enquêteur que du regardeur. Moi, j'ai un avis qui est un petit peu différent. Moi, je pense que le regardeur a une responsabilité, surtout quand on parle de conflits, etc. C'est justement de regarder et de pas tourner les yeux. S'il y a des gens qui vivent ce genre d'atrocités, de conflits, nous, on a la responsabilité de les regarder et de leur accorder ce regard, d'un côté. Et puis, je pense aussi qu'il est important que chaque regardeur comprenne que son regard il n'est pas sûr. Il est juste, il doit vouloir être juste, mais il doit savoir qu'il ne va jamais être sûr et qu'il doit continuer à se remettre en question et à essayer de comprendre un peu plus en gardant ce doute tout le temps en tête. Oui, juste, tu as totalement raison, Jude, mais moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les réseaux sociaux liés à la guerre. Et là, j'ai vu qu'il y avait quand même un type de regardeur qui n'était pas responsable et qui était à la recherche de violence et qui était plutôt dans le domaine du voyeurisme. Jean-Marie a raison. Il faut une pédagogie, il faut peut-être plus quelque chose qui accompagne les images. Parce que surtout ce que je vois dans Reddit et des trucs comme ça, là, il y a vraiment rien comme ça. Il y a juste du voyeurisme et beaucoup de regards malsains. Ça ne veut pas dire dans les expositions, mais je veux juste dire, c'est très compliqué la question du regard par rapport à la guerre. Pour reprendre aussi la responsabilité, on en avait parlé, Jude, il y a la responsabilité de ceux qui, pour vous, pour Heritage Watch, vous délivrent les images. Il s'est quand même créé ces dernières années un marché de l'image aussi, avec des agrégateurs qui revendent de plus en plus cher certains contenus, ceux dont on a tous plus ou moins besoin pour comprendre une situation. Qu'est-ce que ça implique pour vous, ce marché de l'image, ce nouveau business? Est-ce que ça rend plus compliqué l'accès à ce que l'on veut montrer? Est-ce que ça oriente aussi la façon de montrer ce que vous voulez prouver avec votre rapport un peu scientifique parfois sur certaines situations? Je pense que c'est une réalité, ce que vous dites. Aujourd'hui, plus l'image est importante, on va dire, plus elle est chère, plus elle est convoitée, plus elle devient difficile d'accès, etc. Après ça, c'est aussi un enjeu dans notre travail, c'est que ça devient aussi, l'absence de l'image devient aussi parlante, devient aussi data. Le fait qu'il n'y ait pas d'image ou que l'image soit trop chère ou trop peu résolue ou trop inaccessible, ça rentre dans, on va dire, nos analyses. Et ça nous oblige des fois à utiliser les moyens du bord, donc à essayer de regarder ailleurs, à trouver, à regarder d'autres types de sources alternatives, donc les réseaux sociaux, etc. Et puis, nous, on a la chance aussi d'avoir un des fondateurs qui est agrégateur d'images, donc on peut commander les images quand on les veut, mais c'est cher de créer une image, en fait. De prendre une image satellite, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut aussi savoir où placer les choix, etc. C'est vrai que ça nous complique un petit peu le travail. C'est un challenge en plus à prendre en compte. C'est une chose, en fait, de pas avoir accès à l'image. Ça dit beaucoup de choses. Une question pour toi, Jean-Marie. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Est-ce que tu vois un paradoxe dans le fait qu'on est saturé d'images en permanence et en même temps, dans tout ce qu'on vient de se dire, on a besoin de plus d'images pour mieux comprendre? C'est une belle question pour recommencer une autre discussion. Mais alors, je pense que la chose sur laquelle il faut toujours commencer et pour convaincre les ennemis des images, on va dire, c'est-à-dire le monde où on vit un peu, c'est qu'on a besoin d'images. On a besoin d'images, tout le monde, l'humanité a toujours eu besoin d'images. L'image, je veux dire, on ne peut pas être un être humain sans image, en quelque sorte. Ça, il faut le penser, en quelque sorte. C'est une chose fondamentale et voilà, il faut s'en étonner. Il faut s'étonner, et qu'est-ce que c'est ce rapport que nous avons aux images? Ça, c'est une première question. Et ceci, juste si je peux rebondir à la discussion,
sur la responsabilité. Bon, responsabilité, un mot qui ne me plaît pas personnellement pour des raisons plus politiques, morales, mais juste pour contribuer à ces débats-là, ce qui me gêne là-dedans, c'est en fait que voilà, qu'il faut sortir, tout comme dans l'art, il faut sortir du beau et du laid, tout comme il faut sortir du vrai ou du faux, comme je disais tout à l'heure, il faut sortir aussi d'un peu du bien ou du mal, en quelque sorte. C'est-à-dire la responsabilité divise trop les débats, dire ça c'est bien fait, ça c'est mal fait. Et je pense qu'il faut, je comprends ce que vous dites, je suis d'accord avec vous dans le fond, mais il faut trouver d'autres mots, justement, qui vont dans ta question. C'est-à-dire, il y a un sens, les images circulent. Les images, c'est comme une écologie. C'est comme une économie, c'est-à-dire c'est une multiplicité qui est reliée différemment. Et nous devons penser cette manière de se relier, de nous relier aux images, de nous attacher, d'attacher des images. Je pense que c'est ça la perspective qu'il faut adopter. Pourquoi nous attachons, pourquoi nous détachons, où cette chaîne d'images que je lance, jusqu'où elle va arriver. Vous voyez, donc il faut vraiment avoir une pensée économiste des images, mais pas au sens financier, ni au sens du vivant, mais au sens vraiment de dire ce monde-là est un monde en fait d'interconnexion d'images. Et donc, voilà, ce n'est pas un bien ou un mal, c'est un paradoxe, oui, et les paradoxes sont toujours positifs pour moi, c'est-à-dire parce qu'ils t'obligent à changer de logique, à penser que plusieurs logiques doivent coexister. Justement, comme cette logique selon laquelle, voilà, il faut, à mon avis, ne pas penser en termes de bien et mal, mais il faut penser aussi en termes de justesse ou de puissance, d'opportunité des images. Peut-être vous voulez rebondir sur cette question toutes les deux aussi, éventuellement. Oui, je trouve que c'est très intéressant de voir les images comme ça dans cette dynamique et cette interconnexion, ces chaînes. Je trouve ça très intéressant. Et juste pour répondre, en fait, j'aime beaucoup quand tu disais justement, en tant qu'artiste, je me pose cette question, mais il y a trop d'images et j'arrête d'en faire d'autres. C'est une sorte d'idée, c'est pas pour te réduire, c'est comme si tu disais, maintenant on fait du recyclage d'images, non? Comme on fait du recyclage, c'est-à-dire, voilà, encore une fois, excuse-moi, ça semble un peu réducteur, et au contraire, pour moi, c'est-à-dire on remet dans un autre circuit les images. On n'a pas besoin de trouver du nouveau. Le nouveau peut-être, ou notre quête, c'est cette épreuve de dire comment on va créer une nouvelle circulation, une nouvelle interconnexion des images. Donc, je suis très sensible et c'est comme si tu avais déplacé, voilà, la question ancienne qu'on connaît depuis le romantisme, de dire qu'est-ce que fait l'artiste, comment l'artiste va créer, vous savez, la page blanche, la toile blanche. Et toi, tu fais le contraire, tu dis il y en a trop, je m'arrête, il y en a trop, et comment je vais soustraire les images, comment je vais les réinjecter. Voilà, je trouve que c'est une belle approche, voilà, de ce problème-là. Karine, le titre du projet à Arles s'appelait Perdre le Nord. Tu avouais avec modestie et simplicité que tu as beaucoup perdu tes repères dans ce projet. Comment, face à ce flot d'images, tu as retrouvé ces repères? Est-ce que d'autres outils artistiques t'ont permis de prendre cette distance et de retrouver ta boussole d'une certaine façon? Oui, c'est très bien dit, Cécilia. Je ne l'aurais pas dit de cette façon-là, mais c'est exactement ça. Parce que, premièrement, c'est ma collaboration avec Elisabeth qui m'a permis de ne pas trop m'éloigner ou de ne pas perdre les repères de manière irréversible. Et aussi le fait d'être obligé de donner une forme à tout ça. C'est justement de mettre ensemble les images ou de leur donner un certain sens ou de poser mon récit par rapport à toutes ces images, leur donner une espèce de sens, effectivement. Tu as exploré la fiction, cette fiction de Yellow Man. Vous avez exploré aussi, Elisabeth et toi, des images générées par intelligence artificielle, ce format de paysage, de la destruction, qui permettait finalement de montrer aussi une vision, une image générique des conflits. Oui, elle n'a pas été générée par l'intelligence artificielle. Tu as recoupé des images existantes et tu as recomposé ton paysage. Exactement. Elle est plutôt artisanale. Elle est un dessin, en fait, regroupant plein de fragments d'images de guerre, mais elle n'est pas de l'intelligence artificielle, sûrement pas. Mais c'est par le dessin et par cette autre forme artistique que tu es arrivée aussi à traduire autre chose que les vidéos et les images. En fait, Elisabeth et moi, on travaille jamais avec les mêmes médiums. C'est ça ce qui est un peu particulier avec notre travail. On a une enquête, un projet, et après, on essaye de trouver la forme la plus adaptée. On le décide très tardivement. Quand on a vraiment toutes les archives en place, toute l'enquête faite, quand on a vraiment une certitude à propos des questions centrales du travail, là, on peut se mettre à réfléchir sur la forme.
Peut-être une dernière question pour Jude avant de laisser le micro. Dans l'actualité de cette semaine, les médias évoquaient la réhabilitation du site archéologique de Palmyre, qui commencera à partir de janvier 2026, si j'ai bien lu, soit 1 an après la chute de Bachar el-Assad. Les œuvres du musée seront restaurées, la documentation sur les sites détruits va se poursuivre. D'une certaine façon, grâce au support de l'image, à tous ces outils dont vous avez parlé, est-ce que grâce à tout cela, l'art prend encore le dessus sur les conflits? Est-ce qu'il y a une forme d'espoir que par l'image, l'art, la culture, le patrimoine continue de trouver sa place? Ouais, j'aimerais qu'on dise ça, j'aimerais le penser parce que, en fait, quand on travaille, que ce soit par rapport au conflit ou même généralement, enfin aujourd'hui on est dans un monde qui va super mal. Donc je pense qu'il faut toujours garder cet esprit un peu d'espoir, de positivité, sans simplifier les choses ou réduire les choses, mais de se dire que l'art ou l'expression de soi, le fait de se mettre devant des images, de se poser des questions, etc., ça peut finalement aller très loin, ne serait-ce que pour laisser parler de choses importantes, faire discuter les gens, faire les gens se poser des questions, etc. Je pense que c'est pas faux de dire ça et au contraire, moi je vais continuer à penser ça parce que c'est ça qui va me permettre de continuer à faire ce que je fais. Voilà. En fait, le vrai danger, c'est là, il y a pas d'image. C'est trop loin, c'est là où le danger de la situation est le plus prégnant. Parce que quand il y a des images, nous aurait basé un espoir pour des protagonistes, pour un patrimoine. Ils auraient de façon, c'est peut-être un peu simpliste, mais il y a d'images, l'art peut avoir trouver une cadence. Ouais, exactement. Et puis si on n'a pas, Karine et Elisabeth vont les trouver dans le black Wi-Fi, black Internet. Peut-être pour terminer, avant de passer le micro, si vous avez des questions, vous dire que le travail de Karine Elisabeth est visible dans un livre qui s'appelle Perdre le Nord, qui a été édité avec le CNA et Palais Books cet été à l'occasion de l'exposition Rencontres d'Arles. Vous dire que, je crois, de ton côté, Gian Maria, tu as une actualité prochaine avec un projet de livre sur la question de l'image. Et là, en image, vous voyez donc le livre de Karine et de Elisabeth à 4 mains. Très beau travail qui montrait aussi la difficulté de passer du livre, de l'édition, toute cette matière vidéo, ces images, de les retranscrire dans un livre. C'était quand même un sacré défi. Question? Merci beaucoup pour votre éclairage sur cette question des images satellitaires. Moi, j'aurais une question pour Jude concernant l'intérêt en fait militaire aussi de ces images-là, parce que j'imagine que quand vous avez accès à ces images satellitaires, certaines zones sont fermées, enfin ne vous sont pas accessibles. Donc, comment vous faites dans ces cas-là? En fait, ouais, c'est une réalité. Il y a des images, enfin, il y a des terrains où même quand on essaye de piloter des drones, des fois, les drones, ils fonctionnent pas. Dans certains endroits, ils reviennent, ils tombent, ils se cassent, et cetera. Il y a du GPS blocking, et cetera. Donc ça arrive. Après, nous, notre travail, il est quand même à des fins scientifiques, et à des fins aussi humanitaires. Donc on peut demander des autorisations des fois. On peut essayer de voir si on n'a pas de connaissances d'experts locaux qui peuvent nous aider, nous donner accès à d'autres types d'images qui pourraient nous montrer la réalité des sites, même si c'est pas forcément des images satellites. C'est une vraie question, surtout que nous, on a pour but aussi de rendre une plateforme accessible à tout le monde. Donc il y a toujours cette question de à qui donner quelle information, en fait, et où est-ce que ça s'arrête, voilà, pour qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là. Mais donc j'ai pas la réponse. On essaye à chaque fois de trouver les moyens, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tout le temps. Donc merci. C'était un petit peu la deuxième partie de ma question, c'est effectivement comment donner cet accès à c'est des parce que c'est des informations en fait qui relèvent relèvent aussi bien. aussi un peu du secret défense, hein. Enfin, il faut savoir placer le curseur au bon endroit. C'est vrai. Après, nous, on utilise pour la plupart du temps de l'open source. Donc, les informations et la data qu'on utilise, elle existe. Juste, elle n'a pas été consolidée dans un même logiciel ou une même plateforme.
Donc c'est des images que tout le monde peut trouver, sur internet pour la plupart et puis, on imagine, on ne sait pas encore comment ça va prendre forme parce on est tout jeune, on a 9-10 mois encore, donc on est en train d'essayer de construire cette plateforme, mais on imagine peut-être d'avoir plusieurs types d'accès à la plateforme, différents pour le grand public que pour les scientifiques, que pour les historiens, les experts du patrimoine, et cetera. On est encore en train de brainstormer tout ça, mais c'est des questions qu'on se pose, c'est des réalités. Et certes, vous êtes jeune à Heritage Watch, mais les partenaires avec qui vous travaillez, type la LIF, sont des structures qui ont plusieurs décennies, je pense. Donc, de toute façon, c'est une préoccupation qui est ancienne, mais la matérialisation en images est récente. Oui et puis on se rend compte parce que là, on commence à faire des choses, on commence à avoir une plateforme qui se crée, un prototype et tout et cetera et quand on commence à tester les choses, bah, de nouvelles choses apparaissent, de nouvelles, contraintes ou obstacles ou questions et voilà donc il y a beaucoup de choses à découvrir aussi mais on est bien partis. On a une belle équipe avec, des fondateurs qui ont chacun leur domaine et qui permettent de bien, de mener à bien ce projet. Voilà. Alors, merci. S'il y a peut-être d'autres questions. Moi, j'avais une question qui est plutôt pour Karir. Est-ce que pour la suite des codeurs, j'imagine qu'il reste ces étapes et ces enjeux a pu réfléchir à de quoi c'est faire. Tu penses que faire une autre version du même travail ou sur d'autres projets? Sur d'autres projets, peut-être d'autres lieux de conflit aussi. Oui, j'ai appris beaucoup de choses, évidemment, beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si pour le prochain projet, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que nous, on peut décider que quand on a vraiment fini ce travail d'accumulation de données, d'images et de recherche, on peut seulement décider quelle forme donner à ce projet. C'est pas qu'on peut le répliquer à autre chose. Je crois que ici, on parlait de différents personnages. Ces guides locaux de Google Maps, on est plus dans le récit, dans du vécu de certaines personnes. Ça s'appelait d'ailleurs Prête-moi tes yeux. Je regarde à travers tes yeux une réalité que je ne connais pas. Donc déjà aussi, mon regard est totalement subjectif. En plus, il y avait ces images satellites qui étaient de nouveau une autre manière de regarder un espace de guerre. Mais pour ce que je suis en train de faire maintenant, ce sera plutôt sur l'Ukraine, dans Reddit. C'est totalement différent. C'est encore beaucoup plus fragmenté, c'est encore beaucoup plus dérangeant. Donc, je ne sais pas du tout quelle forme je vais pouvoir donner à... Et a priori, vous resteriez toutes les deux à distance ou tu as peut-être ce souhait pour ce prochain projet de te confronter Ah oui, clairement. Oui. Non, j'aime bien faire des documentaires sur des choses que je ne peux pas atteindre. C'est pour ça que j'aime bien ce filtre des images satellites, etc. Je peux ajouter une chose, parce qu'une chose qui m'a fasciné quand j'ai découvert ton projet, c'était vraiment le format, c'est-à-dire un format inclassable, un non-format, en quelque sorte, parce que tu m'as donné les matériaux au compte-gouttes. J'ai demandé, donne encore autre chose. À chaque fois, je voyais qu'il y avait une autre facette. Justement, ce n'était pas un autre contenu tellement, ce n'était pas tellement notre forme, je dirais vraiment c'est un autre format. Et je trouve que c'est vraiment un beau défi de l'art d'aujourd'hui que de travailler d'une manière tout à fait créative sur ce format monstre, en quelque sorte. C'est-à-dire que, voilà, c'est même pas de l'installation, parce que ça, on connaît, c'est même pas ça. C'est quelque chose qui travaille vraiment la médialité des images, en fait, et pas que, parce qu'il y a la parole, il y a le poème, et qui les recombine d'une manière très intéressante. Alors, c'est la question que tu poses, mais je pense que c'est la question de dire, voilà, comment tu vas trouver ton format en dehors du formatage, justement, dans lequel on vit avec les images. C'est comme s'il y avait un formatage des images aujourd'hui, de leur circulation, de leur prolifération. On a besoin que ça soit formaté, sinon ça ne marcherait pas. Et l'art vient comme reformater, déformer. Voilà. Totalement. Et effectivement, quand on travaille en grande partie avec du matériel existant, des images existantes, la créativité doit être ailleurs. Et la créativité doit être dans la forme, dans la présentation, dans aussi le degré de subjectivité qu'on introduit. Parce que pour la série, c'était effectivement un sujet monstre. C'était tellement compliqué. Et en plus, ça me dépassait tellement. Je ne suis pas syrienne. Je n'ai jamais mis les pieds en Syrie. Mais j'étais quand même touchée par ce projet qui me dépassait tellement. Donc, il restait seulement la sincérité.
de dire je connais rien, mais je vois ça me touche pour telle raison. Et on ne peut pas aller au-delà, en fait. On ne peut pas faire des spéculations, des suppositions. On doit vraiment être dans la sincérité la plus grande. Mais la sincérité, là, tu parles de toi, mais ce qui est intéressant, excuse-moi, mais ce qui est intéressant pour nous qui ne sommes pas toi, c'est justement ton problème de comment présenter cela. La présentation, le travail voilà, que tu t'engages, ça c'est voilà, ta démarche, mais en fait, ce qui est fort, c'est vraiment le problème de la présentation comme une performance, en fait, de l'image, des images. Tu as trouvé un format performatif de l'image, en quelque sorte, et c'est ça qui est passionnant, je trouve. Et votre travail à toutes les deux sera retrouvé au Casino début 2027 sous le commissariat de Kevin Mullen avec un retour, si on peut dire, augmenté de l'exposition d'Arles et donc tous ces nouveaux projets dont tu nous parlais qui seront partie prenante de cette exposition à venir en 2027. À 4 mains. Merci. Luxembourg Art Week remercie chaleureusement les intervenants et ses partenaires pour leur engagement dans le cadre du programme Art Talk 2025. La prochaine édition se tiendra du 20 au 22 novembre 2026. Retrouvez-nous pour une nouvelle série de conférences et de conversations captivantes autour de l'art, en direct depuis la foire et disponible en réécoute.